Chers amis, bonjour. De temps en temps, j'ai envie de faire une vidéo improvisée pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. De contenu lié à ma formation. Et j'avais envie d'introduire cette vidéo d'abord parce que je vis pas mal de synchronicité, mais c'est surtout avec un nombre qui est très présent dans ma vie. Je vous dirai même pas lequel en fait, parce que ça me regarde, c'est lié à moi, à ma vie, mon chemin de vie quelque part, mon évolution. Donc j'ai pas vraiment envie d'en parler parce que ça n'intéressera peut-être pas tout le monde, ça ne concerne certainement pas tout le monde. Même si pour certains qui seraient intéressés, je pourrais expliquer ce que ça veut dire pour moi les nombres, parce que pour moi les nombres sont sacrés. Et c'est aussi une sorte de résonance à l'intérieur de soi, une vibration, une fréquence vibratoire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, pour ça j'ai pris mon manuel d'Ayurveda, c'est le cours de santé ayurvédique avec Chopra. C'est pas un cours en soi, mais je veux simplement faire le lien entre les synchronicités qu'on peut vivre dans sa vie, et surtout vous dire que pour moi, entre guillemets, ce n'est que la pointe émergée de l'iceberg, mais en fait, c'est déjà le signe, les signes de la vie, les signes des synchronicités, c'est déjà le signe qu'on est quand même au niveau... qu'on vit d'une certaine façon au niveau de l'âme en fait, qu'on est au niveau de notre essence la plus subtile tout de même. Et quand on vibre, quand on pense, quand on a des émotions qui ont une certaine vibration, disons que si on prend l'exemple de la joie, quand on est joyeux, il y a une vibration particulière de la joie qui est différente de la tristesse par exemple. On va remarquer à l'extérieur de soi, notre attention va être amenée vers des éléments qui sonnent comme la joie. Mais plus que ça même en fait, c'est que ça va presque créer des événements qui vont dans le sens de la joie par exemple. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous montrer rapidement la conception de l'existence de la vie selon l'Ayurveda, mais aussi d'une certaine façon selon le yoga, même si je ne l'ai pas appris comme tel dans le yoga, c'est un peu différent mais ça se rejoint. Quand je dis dans le yoga, c'est vraiment de par ma formation en yoga et en yoga thérapie. Et ensuite, ce même modèle, cette même conception de la vie qui est multidimensionnelle, se retrouve aussi dans le programme de cours sur la méditation Chopra, donc aussi bien dans l'Ayurveda que dans la méditation. Donc je vous montre rapidement un petit schéma, mais je le mettrai en grand, si possible je le partagerai donc pour mieux voir. C'est que quand je parle de l'iceberg, c'est qu'il y a une partie qui est émergée, et encore là, bon, c'est sûr qu'on est déjà, on voit ici c'est plus dense, c'est le corps le plus dense, puis ici le plus subtil, mais là c'est vraiment très subtil, c'est comme si on allait vraiment dans la partie profonde évidemment, mais aussi donc la partie immergée de l'iceberg, mais qui en fait... sinon aussi importante, tout au moins aussi présente quand même et a une certaine préséance sur le reste, parce que dans le fond, dans la conception du yoga comme de l'Ayurveda et en méditation chez Chopra, enfin tout se rejoint, dans le fond c'est du yoga, de toute façon la méditation, c'est une pratique plus avancée de yoga si on peut dire, c'est que... attendez, je perds un petit peu le fil de ce schéma. Donc en fait, vous allez voir que tout est lié premièrement. En fait, j'ai complètement perdu le fil parce qu'il y a mes locataires qui en plus sont en train de s'installer et font un petit peu de bruit. Mais bon, c'est pas grave, ça va certainement me revenir si c'était important. Oui, c'est ça.
c'est que dans cette conception, cette philosophie finalement, c'est que l'esprit, enfin on est un reflet, une étincelle de la conscience universelle, et par le fait même, l'esprit, le spirituel finalement précède ce qui est physique et matériel. C'est un peu ça qui distingue, si on veut, le matérialisme et la pensée même très occidentale d'une certaine façon, et même scientifique occidentale, de la philosophie plus orientale, disons ça comme ça. Et d'autres philosophies qui se retrouvent quand même en Occident, si on veut, mais qui... peut-être dans la psychologie aussi, on trouve certains éléments comme ça. Donc, bref, je vais m'arrêter là pour cet aspect des choses, mais c'est vraiment pour vous expliquer que dans cette conception, ce modèle nous vient de Adi Shankara, un sage qui a vécu au 8e siècle en Inde, et c'est encore utilisé. Donc, c'est la philosophie védique. C'est le Veda, texte sacré indien ancien. Donc, on a d'abord, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a dans cette conception 3 corps. Il y a le corps physique, Sthula Sharira en sanskrit, Sharira. Le corps subtil qui est Sukshma Sharira, j'essaie de prononcer en sanskrit, et le corps causal, Karana Sharira. Donc, on a dans le corps physique le plus dense, l'environnement d'abord, le corps étendu qui comprend l'environnement ambiant, la nature, l'air qu'on respire, les arbres, il y a vraiment un lien très fort, on est connecté, hein, c'est vraiment comme un prolongement de notre corps physique, si on veut, individuel, parce qu'il y a un échange qui se fait, par exemple, entre arbres et nous, au niveau de l'air qu'on respire, et du gaz carbonique aussi qu'on va rejeter. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Ensuite, on a vraiment notre corps personnel, fait de cellules, de chair, d'os, etc., de tissus, et vous pouvez le sentir, c'est quand même très tangible, physique, matériel. Ensuite, on a aussi une partie plus énergétique dans ce corps physique qui est la force vitale. Prenons l'exemple d'une plante qui serait toujours entière, un végétal, mais qui ne vivrait plus, dans lequel il n'y aurait plus d'énergie, qui serait finalement mort, ce végétal dont je vous parle. Il n'y aurait plus cette force vitale, cette vie qui traverse ce végétal. C'est un peu ça l'analogie. Donc, on a le corps physique qui est représenté tout en haut, puis on a ici le corps subtil avec le mental, on appelle ça, c'est en anglais, mind, avec les émotions, les sentiments, les désirs. Parfois c'est traduit comme esprit, mais j'aime pas trop la traduction par esprit, je préfère mental, parce que pour moi l'esprit c'est quand même encore plus subtil et plus sacré, enfin bon, c'est ça, plus spirituel de par son esprit. Ensuite, on a l'intellect avec les idées, les concepts, les notions, les croyances, les discriminations. Le fait de, quand on dit discriminer, c'est de juger entre ce qui est bon et ce qui est mal, entre ce qui est bon, ce qui est mauvais. Exemple. Là, je ne rentre pas dans les détails parce que ça fait partie d'un cours. C'est un peu une introduction en fait. C'est une partie de la matière qu'on voit aussi bien en Ayurveda qu'en méditation dans les programmes que je propose. Et puis il y a l'ego, le jeu conventionnel, on peut l'appeler le petit jeu, le petit soi aussi, c'est ce à quoi on s'identifie dans notre vie de tous les jours, notre prénom, nom de famille, notre profession, les rôles, les différents rôles qu'on joue en société, entre autres. Et peut-être aussi bon, le genre homme-femme, mais je veux dire qu'on est dans la personnalité, la persona, en même temps
ça fait partie de l'expérience humaine. Encore une fois, l'ego, je l'ai déjà dit avant, mais bon, peut-être que certains ne l'ont pas entendu. L'ego n'est pas forcément mauvais, il a sa raison d'être et ses fonctions. C'est juste qu'on ne veut pas qu'il soit aux commandes de notre vie, en fait. Ce qu'on aimerait plus, justement, écouter et sentir, et on aimerait vivre quand même au niveau de l'âme. Donc là, on en est encore dans un corps plus subtil qu'on appelle corps causal. Et là-dedans, il y a 3 éléments. Il y a l'âme personnelle, donc là, c'est un peu comme le corps personnel dont je vous parlais. On a l'âme personnelle avec les graines de la mémoire et des désirs, des souvenirs, des désirs. Il y a du karma là-dedans. Hein. Ça aussi, c'est effleuré pas mal dans le cours. C'est un aspect du cours de méditation. C'est très important quand même de comprendre ce que c'est le karma quelque part. C'est pas toujours ce qu'on imagine. Mais c'est sûr que nos choix sont très importants et il vaut mieux qu'ils soient conscients plutôt qu'inconscients parfois. Ensuite, on a, donc ça c'est l'âme personnelle, individuelle. Ensuite, on a l'âme collective. C'est plus ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Les mythes, les archétypes, dieux et déesses et toutes ces énergies archétypales, ces personnages de fiction, divinité, c'est la culture en fait qui est léguée depuis même des milliers d'années en fait. Je vais vraiment pas rentrer dans les détails, mais c'est aussi passionnant, l'âme collective, les archétypes, les énergies qu'il y a là-dedans. On travaille un peu avec ça justement dans le coaching pour définir, identifier et affirmer, déclarer sa mission. Ensuite, on a vraiment l'âme universelle, tout ce qui relève du champ des infinis, des possibilités, des potentiels, la potentialité pure et l'esprit avec un grand S. Donc c'est ici, j'essaie de montrer tout en bas, on le voit universal, universel, c'est Brahman, c'est le tout, c'est l'unité. Et c'est aussi là qu'on essaye, entre guillemets, sans attendre de résultats, on essaye d'aller là quand on médite, dans ce champ de pure potentialité où tout est possible, tout existe, tout est infini et un. C'est l'unité, l'amour, la lumière. Mais c'est certain que en tant qu'être humain, bon, donc on va se connecter à ce champ qui est quand même aussi un champ vibratoire, je suppose. Je connais pas non plus toutes les subtilités, mais c'est comme ça que je le sens. Et puis ensuite, quand on va émerger, oui, parce que quelque part on va s'immerger comme dans une piscine, puis on va émerger comme pour reprendre sa vie de tous les jours après avoir médité, on va amener un peu de cette eau, comme si on était allé dans une piscine, avec nous. Et quand on va méditer régulièrement, de plus en plus souvent, on va ramener de plus en plus cet esprit avec nous. Cette infinitude, cet état d'esprit aussi, un peu plus de béatitude, de bonheur, de bien-être, de joie. Tout est possible, tous les mots sont possibles, mais je vais quand même pas trop en citer parce que ça peut pas faire peur, mais avoir l'air un peu prétentieux aussi. Donc voilà, ce qui se passe, c'est la conception de la vie selon l'Ayurveda, selon le yoga que je vous ai montré là. Et quand on comprend ça, on comprend aussi beaucoup d'autres choses et on comprend plus qu'il y a la partie visible, émergée de l'iceberg, et il y a la partie invisible, immergée de l'iceberg. Donc vous comprenez peut-être un peu mieux cette conception, et si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à me faire signe
à me dire justement concrètement qu'est-ce que vous voudriez savoir ou quelles sont vos questions aussi, ou peut-être qu'est-ce que vous en pensez. Tous les commentaires sont les bienvenus, tous les avis, pour autant que ce soit évidemment dans le respect, enrichissant et un partage, parce que je tiens quand même à cultiver l'esprit de partage, aussi bien dans ma pratique, dans mon offre de service, que dans mes relations, quelque part. Donc je vous invite simplement à aimer cette vidéo si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie, si vous avez envie d'en savoir plus, de voir plus de contenu et de me soutenir également, parce que je commence, en fait, je suis un nouveau papillon dans cette aventure de coaching et de YouTube, Facebook et autres. Namasté, merci beaucoup.